Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Nouveau Monde, le plateau parisien de Télé-Sud. La France est un pays difficile à comprendre, notamment pour les Français. Ces jours-ci, les analystes tentent d'expliquer pourquoi plus d'un tiers de l'électorat a boudé les urnes ou a voté pour les partis les plus extrêmes, les plus radicaux, au programme quasi inapplicable, et comment cette colère supposée va se traduire finalement par le maintien au pouvoir d'un gouvernement que l'on peine à définir et qui peine à se faire aimer. On comprend seulement qu'il n'y a plus d'état de grâce en politique. Un mois après sa réélection triomphale, le chef de l'État, Emmanuel Macron, semble un canard boiteux, et plus généralement que les Français semblent avoir perdu, non pas l'état de grâce, mais cette légèreté, cette insouciance, cette grâce justement qu'on aimait dans ce pays et qui fondait un peu son art de vivre. On appelle ça comme on voudra, cette fantaisie, mais ça la caractérisait pendant longtemps la France. Pourquoi? Mystère. Est-ce que ça se soigne? On ne sait, on ne sait. Ça remonte à quand? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Voilà un livre qui apporte peut-être un début de réponse. Bonjour Catherine Evrard. Bonjour Vincent Hervouette. Il faut vous présenter d'abord. Alors, vous êtes chasseuse de têtes. C'est un métier qui fait rêver parce que, surtout quand on aime la chasse aux grands fauves. Oui, on voit des petites têtes réduites. C'est pas ça du tout. Hein. Moi, je cherche les grosses et bien faites, figurez-vous. Non. Oui, mais parce que vous êtes l'une des meilleures dans votre parti. Vous êtes une célébrité. Vous êtes la chasseuse de tête du CAC 40. Oui. Vous êtes, Pas seulement. Non, pas seulement. Parce que comme j'adore les outsiders et les canards boiteux un peu originaux, évidemment, il faut que j'ai des gens qui suivent. Alors, vous allez nous raconter quel genre de gibier vous chassez. On va parler de votre tableau de chasse, bien sûr. Mais dans une vie antérieure, vous avez participé à 2 aventures de presse, dont l'une absolument étonnante, formidable, celle d'un magazine qui est désormais mythique et qui s'appelait Actuel. Actuel, dans les années 80, ou à la fin des années 70, a révolutionné beaucoup de choses dans la presse magazine en France. Il a imposé quoi? Il a imposé la musique noire, Touré Kunda, Relema, tous les grands. Oui. Il a imposé les créateurs de mode, Asdine Alaya, Jean-Paul Gaultier, Castelbajac, tout ça. Ils étaient en train de bricoler des tissus au fond d'un garage et ils sont devenus ultra célèbres parce qu'on les a dégotés. Oui. Alors, il a importé aussi en France le gonzo-journalisme américain. Exact. Et il a inventé énormément de choses en matière d'écriture, en matière de mise en page, dans la façon de faire du reportage. Ouais, on n'a pas donné son nom, mais c'est Jean-François Bizot, voilà. Le mythique. C'est un vrai laboratoire frénétique, et c'était en même temps une secte avec un gourou, Jean-François Bizot. Exact. Qu'est-ce que rien ne prédisposait la fille de la bonne bourgeoisie française que vous étiez? Je ris encore. À cette époque-là, à intégrer cette bande de cinglés? Bon, alors oui, c'est pas loin du terme exact. Il faut savoir que j'ai passé 2 tiers de ma carrière dans des grands groupes internationaux, Kodak, L'Oréal, puis Procter. Je suis proctérienne au départ, donc super sérieuse, avec des moquettes qui s'enfoncent, des tailles de bureau liées au profit, pour arriver un 4 janvier 82 chez Actuel. Honnêtement, je ne savais pas où je mettais les pieds. C'était rue au mur, donc je suis très heureuse d'être dans ce coin parce que c'est pas très loin. Et Bizot m'avait dit, tu te fais ton contrat de travail, j'en ai jamais écrit, donc j'en ai écrit un. Faut savoir il n'a jamais signé. Non, mais il s'en fichait complètement. Non, mais Jean-François, c'est outstanding, quoi. Alors, en fait, c'était un fils de famille qui avait beaucoup de fortune, oui, et qui l'a investi là-dedans. Oui, mais avant de l'investir, il voulait aller donner son petit pécule quand même à l'abbé Pierre. Oui. Et 100 mètres avant, il s'est dit, il faut peut-être mieux que je le garde et que je pousse qui des peintres, qui des musiciens. C'était un très grand bienfaiteur, il faut le savoir. Ouais. Il a donné la moitié de sa fortune à des gens pour créer. Rien que ça, c'est formidable. Alors on dit en général que pour devenir millionnaire dans la presse, il faut commencer milliardaire. Oui, alors là c'est faux parce qu'il n'est pas devenu millionnaire du tout. Mais il s'est amusé, il a fait ce qu'il voulait. Et peut-être qu'à un endroit où il a un peu gagné d'argent, et encore le pauvre, il est mort. Non, mais il a beaucoup perdu. Non, il en a beaucoup perdu au début. Voilà, il était quand milliardaire, je suis arrivé, vous voyez, ça allait un peu mieux après. Mais surtout, il créait, et il inventait, et il lançait. Ouais. Alors, vous connaissiez en fait de l'enfance. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai 6 frères, plus jeunes que moi.
Et Bizot était le petit canard boiteux, parce que quand même, dès l'âge de 10 ans, il était insolent. Hein. Il était déjà pas comme les autres. Et il était le meilleur ami d'un de mes frères. Je le retrouve des années plus tard, les cheveux là, complètement shooté, et il me demande ce que je deviens. Je lui dis que chez Procter, pour aller vite, je suis chez Procter. Il me dit, viens travailler chez moi, j'ai jamais autant ri. Il m'a pas lâché, j'y suis allé du jour au lendemain. Hein. Oui. Et donc, je suis allé diriger Actuel. Alors, vous arrivez dans une bande, vous parlez d'une bande déjantée. Ah, complètement. En fait, il y a d'anciens trotskistes, d'anciens maoïstes et beaucoup de drogués. Ah oui, bon, non, tout. Il y avait mais qui sont devenus des écrivains, des très grands. Michel-Antoine Burnier, Oui. Patrick Rambaud, je vous rappelle qu'il a été prix Goncourt en 92. Oui, qui a fait une série de Léo romans Mercadet, L'homme dans les étoiles de Canal+. Et surtout Thierry Ardisson, avec qui j'ai partagé mon bureau. Oui. Donc, c'est une pépinière oui. de gens qui ont un talent réel. C'est pas qu'ils soient devenus célèbres, c'est qu'ils ont tous au départ, ils de sont plus que journalistes. Voilà. Une inventivité incroyable. Ils sont pas vraiment journalistes. Non. Mais ils sont pas passés par les écoles. Il faut juste savoir. C'est toutes les mules de mai 68 qui est là, qui est réunie dans un magazine qui au départ est une feuille de chou en noir et blanc. Moi, je suis arrivé pour lancer la couleur. Bon, et il faut juste savoir que, contrairement à aujourd'hui, où on a des extrêmes qui sont ni marrants, ni... Enfin, je trouve que leur programme est très moyen. Franchement, la bande de 68 était... Il était interdit d'interdire, mais dans tous les domaines. Faites n'importe quoi, mais faites-le bien. Ça, c'est le titre le slogan, en fait. Assez 68 arts, ouais. mais qui irait bien aussi au monde libéral. On était une start-up avant l'heure, mon cher Vincent. Ah voilà, c'est ça qui est extraordinaire. On était vraiment une start-up avant l'heure. Parce qu'il y a le récit de cette époque héroïque, et ça fait rêver. Et des anecdotes. Enfin, je ne sais pas si ça fait rêver. Mais bon. Si, votre livre est très drôle. Il faut comprendre que c'est un livre qui se lit, qui se gentil. dévore du début à la fin. C'est très drôle. C'est extraordinaire. Vous avez beaucoup d'esprit. J'aime bien rire. On rigole vraiment en lisant les surnoms. On a le droit d'être sérieux dans la journée et de rire le soir. Hein, oui, on lit les surnoms des uns des autres. Et puis, il y a quand même, derrière tout ça, une vraie réflexion sur l'entreprise. Alors, vous nous dites d'abord, donc, c'était des start-up avant l'heure. Pas simplement parce qu'il y avait des bureaux. Non, mais pour bien que vous compreniez, 4 janvier 82, j'arrive, je ne sais déjà pas où je mets les pieds, rue Réaumur. Et je tombe sur une petite nana, les cheveux rouges en largeur, une jambe allongée sur une table. Il est 8h15 du matin, moi chez les Américains, j'arrivais très tôt, et qui me dit « Bonjour, toi c'est qui ?» Donc, je suis un peu étonné, je lui dis « Je suis Catherine Evrard, je viens travailler avec Bizot. » J'ai jamais vu un rire pareil. Elle me dit « Ah non, tu fais erreur, il est parti pour 1 mois et demi au Zaïre. » Je rappelle que je n'avais jamais mis les pieds dans la presse, je ne savais même pas où j'allais. Et je lui dis « C'est pas grave, montrez-moi mon bureau. » Rire effroyable, enfin si je puis m'exprimer ainsi. Et elle me dit, ton bureau? Mais tu rêves, il n'y a pas de bureau pour tout le monde ici. Comme tu es arrivé tôt, tu te mets où tu veux. Bon, voilà ma première journée d'Actuel. Je peux juste vous dire que c'était assez spécial. J'ai failli repartir, je me suis dit non, je reste. Donc, alors aujourd'hui, par exemple, prenons juste ce détail, non seulement dans les startups, mais même dans les grands groupes, il n'y a plus de bureau attribué. La démarche, c'est de prendre jusqu'au cadre dirigeant, même des bureaux, cadre supérieur, où chacun s'installe, qui dans le canapé, qui sur la table haute. Et même qui dans une ville, qui dans une autre, qui à l'étranger, c'est fini. Non, mais il n'y a plus de bureau attribué, et donc Germaine de la comptabilité ne peut plus avoir sur sa table la photo des enfants le chien en peluche. Vous rêvez. Ça, c'est fini, mais vous voyez qu'on le faisait déjà à l'époque. Hein. La seule chose, c'est qu'il m'avait mis quand même des micros sous mes cahiers pour voir ce que je faisais. Non, parce qu'on était en... Pas Jean-François Bizot. Non, les journalistes. Parce que comme ils ne savaient pas qui j'étais, que j'avais l'air bourgeoise comme pas deux, ils se sont dit, mais ça va pas, il est malade de faire venir une nana comme ça. Et vu d'après, je pense que Jean-François l'a fait exprès. Parce que c'est l'ultra-libéral de service. Oui. Non, mais... Et ça a duré toute la période de lancement. Ça a duré 4 ans en ce qui me concerne. Moi, j'ai dirigé Actuel 4 ans. Et celle de Radio Nova. Et Radio Nova, nous lançons Radio Nova à l'époque. Voilà. Qui était une radio expérimentale, qui est devenue une pépite de l'univers radiophonique. 101.5, oui. Et en même temps qui reste toujours un peu expérimentale quand même. Oui, mais vous savez comment on l'a lancé. Pas de stratégie, pas de budget, un petit studio, et tous les gens qui passent devant viennent dire quelque chose.
Moi, je Oui. descendais voir Jean-François, ou je montais parce qu'il était au-dessus. Mais vous-même, vous étiez une grande spécialiste sur Radio Nova du Non, jazz. non, je raconte. Ah, le jazz, évidemment, le jazz, c'est toute ma période. Vous Attendez, avez découvert que les spécialistes sont en général des imposteurs. un peu des imposteurs, puis malheureusement pas des perdreaux de l'année, souvent. Parce que quand même, pour avoir connu Stéphane Grappelli, ou... Enfin bref, je vais arrêter là. J'allais au Trois Maillets, j'allais au Blue Note, Kenny Clark, Jean-Marie Ingrand, tout ça, je les connaissais bien. Alors, non, je vais vous poser une colle épouvantable. Oh là, j'ai très peur. Une colle épouvantable. Je suis inquiète. Parce que le slogan, la devise d'Actuel, c'était « nouveau et intéressant Oui. », si je me souviens bien. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, tout est fané et banal dans la presse, magazine? Ça m'ennuie de répondre parce que j'aime pas dire avant moi le déluge et puis maintenant c'est génial, etc. Je vais juste vous dire que comme on ne peut plus rien dire, on ne peut plus, le politiquement correct nous a tués. Ça a même tué la créativité. Vous ne pouvez plus rien dire, sinon il y a immédiatement une flopée d'horreur sur Internet et vous dormez mal, quoi. C'est pas marrant. Parce que, nouveau et intéressant, Oui. des gens déjantés qui travaillent à n'importe quelle heure, qui font en permanence la nouba, mais en même temps, c'est 400 000 exemplaires. Un peu moins. Un peu moins. 275 Il y a 000. un numéro où vous faites 400 Oui, 000. oui, c'est juillet-août. Parce qu'on a eu l'idée de le faire dans l'autre sens et de mettre en plus des adresses, des coûts. Vous savez, Actuel a lancé des trucs, mais hallucinants. Oui, mais vous avez atteint ce chiffre Oui, il y a eu extraordinaire. 400 000, vous avez raison, sur un double numéro juillet-août. Donc, c'est non almanach. seulement des imaginatifs qui se gouvernent, qui en fait, ils s'autogèrent, hein, pour beaucoup. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas de Il n'y a bureau. surtout pas de hiérarchie. Mais il y a beaucoup de talent et finalement, il y a une organisation qui fonctionne bien puisque vous arrivez à ce succès incroyable. Oui, mais vous savez, Jean-François était ingénieur à la base, personne ne le sait ça. Il avait fait chimie de Nancy, de mémoire. Et donc, il avait quand même, mine de rien, un cerveau qui fonctionnait pas mal. Hein. Oui. Et donc, qu'on le veuille ou non, c'était quand même le gourou patron. Hein. Oui. Enfin, gourou, j'aime pas trop ce mot, mais c'était le patron. Le patron Et charismatique, derrière, c'est lui les qui gens- décidait de tout, quoi. Mais les gens faisaient n'importe quoi pour lui. On adorait ce garçon. Moi, la première. C'est le seul patron à qui j'ai fait des pieds de nez, quand même. Quand il m'emmerdait trop, je vais être grossière. Parce que par moments, c'était hallucinant. Il me disait, je veux te voir absolument avant que tu partes. Il était 20 heures. Et à 23 heures, je l'avais toujours pas vu. Je voyais les gens défiler dans son bureau. Il passait la tête constamment pour dire, je t'ai pas oublié, j'arrive. Je pouvais passer une nuit entière à l'attendre. Ah, c'est vous qui passiez votre temps dans le canapé Non, dans non, non, l'antichambre non. à sécher sur pied Non. pendant que le patron sadiquement recevait tous les Non, autres. non, ça c'était d'abord son fils, le pauvre Polo, ça je l'ai vu attendre pendant des heures, et souvent des petits journalistes qu'il voulait recevoir parce qu'ils étaient doués, mais qui faisaient attendre, j'avais jamais vu ça, et comme les journalistes étaient dingues d'Actuel à l'époque, il faut savoir que c'était un must. Ouais. Toutes les agences de pub l'avaient sous le coude, etc. Mais moi, il m'a fait le coup une ou deux fois, mais il ne me l'a pas fait trois parce que je me suis taillé, évidemment. Ouais. Après, il me rappelait, hein. Il me Mais rappelait à les 2 jeunes heures du journalistes matin. qui ont cessé d'attendre, personne ne les a jamais rappelés. Parce que c'est quand même du management de dinosaures, ça. C'est quand même des procédés d'humiliation et de. Oui, de vous savez, commandement. l'optimiste est celui qui ne relève une fois de plus qu'il ne tombe. Je vous le rappellerai jamais assez. Et l'humiliation, de temps en temps, dans la vie, c'est pas mal. Il faut en avoir un peu. Il faut pas en avoir tout le temps. Les leçons, qu'est-ce qui a fonctionné dans l'actuel et qui fonctionne encore aujourd'hui dans les jeunes pousses, les start-up ou les entreprises d'ailleurs, plus classiques que vous connaissez bien, parce que vous les connaissez de l'intérieur, vous les regardez de haut puisque vous vous occupez de leurs dirigeants, mais vous connaissez bien les boîtes quand même. Oui, vous mais avez je ne beaucoup serai réfléchi à jamais- tout ça. Pardonnez-moi de vous avoir coupé la parole. Je ne serais jamais arrivé à un métier de chasseur de tête alors que j'ai jamais mis les pieds dans les ressources humaines si j'avais pas cette double expérience de la rigueur façon. J'ai appris à me battre dans la vie chez L'Oréal, j'ai appris la rigueur chez les Américains, chez Procter, et j'ai appris la folie chez Actuel, mais la folie créative et la bienveillance. Et je n'aurais jamais pu faire ce métier si j'avais pas les deux. Pourquoi ? Parce que je dois être, non pas la seule, mais je ne suis pas meilleure que les autres, hein, mais je suis différente. Pourquoi ? Parce que j'adore les outsiders. J'ai un petit problème dans ma vie, c'est que plus on me demande 3 jaunes avec des oreilles vertes, c'est-à-dire 3 dirigeants bien formatés, beaucoup de diplômes, etc., plus j'en présente un qui n'a rien à voir avec ce qu'on m'a demandé. Il est pris Dans 10% des cas, on m'en prend 2. Donc c'est pas si mal. parce que en général, quand on est un chasseur de tête, on va parler un peu de votre métier. Très dans difficile lequel vous comme excellez. métier.
Euh, on- donc une entreprise cherche son directeur général. Oui. Le profil est connu. Il a dû, sinon, passer par telle et telle école, en tout cas. Ah bah, la checklist du candidat Voilà, idéal, ça, voilà, elle est voilà. connue. Hein. Bon, elle est connue, on connaît. Oui, mais après, c'est Et moi alors, qui fais ce quand que vous je veux. présentez des originaux, des gens qui ne sont Oui. pas passés exactement par la filière qu'on imaginait, est-ce que c'est pas simplement pour animer le plateau, Non, non, pour non. faire nombre, Mon cher Vincent, pour la donner seule- l'illusion d'un choix, alors qu'en fait, vous avez déjà le vrai candidat? Non, 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 absolument pas, parce que si vous présentez 2 tocards et un bon, et que le bon ne vient pas, puisque je vous rappelle quand même qu'ils sont en poste, vous avez tout faux, déjà. Donc moi, je pense que c'est plus malin d'en présenter 3 bons, mais différents, déjà. Ouais. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il faut pouvoir les défendre. Vous ne pouvez pas, vis-à-vis d'un patron, présenter des 3 dirigeants si vous ne les défendez pas jusqu'au bout. Parce que les patrons, forcément, ils vont les dézinguer. Ils vont dire, oui, mais celui-là, il a ceci, celui-là... Moi, sauf s'ils ont raison. Si un patron a raison, je me plie. Mais tant que je trouve qu'il est un peu injuste, je défends mes candidats. Moyennant quoi, on commence à venir sur les outsiders. Pourquoi ? Parce que si je suis spécialisé, par exemple, dans la mode, je vais tous les 2 ans et un jour repiquer celui que j'ai mis en place. C'est contractuel, je vous signale. Je garantis 2 ans de mise en place d'un dirigeant, mais à 2 ans et un jour, je peux le repiquer. Si je suis spécialisé dans un secteur, Quand vous dites le repiquer, c'est-à-dire le reprendre pour le mettre ailleurs, c'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez aller le débaucher. le redébaucher. Bon, Oui. ce que je trouve très malhonnête et complètement antidéontologique. Alors, comme moi, je ne voulais pas faire ça, et que je ne savais pas ce que c'était que les ressources humaines, c'est comme en arrivant chez Actuel. Je n'ai jamais mis les pieds dans les RH. Je me suis dit, la seule façon d'éviter cela, c'est d'être généraliste. Parce que généraliste, on trouve des gens qui sont assez borderline par rapport à ce qu'on vous demande, mais qui ne sont pas complètement dans le profil. Ouais. Et je pense que c'est intéressant pour les dirigeants et très intéressant pour les gens qui veulent changer de secteur. Ouais. Et il vous arrive souvent comme ça d'avoir nommé quelqu'un dans un poste Jamais. et de le Zéro. de vous dire quelques années après, tiens, finalement, il serait bien dans celui-ci, Non, non. il Je peux me serait regarder. mieux, non, Non. Je peux me regarder dans la glace, j'ai jamais fait ça. Et 2, quand j'ai fait ça, donc, c'est que le président du groupe m'appelle après 10 ans en me disant, écoutez, c'est bloqué, on ne peut pas le faire évoluer plus, il a remarquablement évolué, mais on n'a Ouais. plus rien, parce que sinon c'est mon poste. Ouais. Donc ça serait sympa si par hasard, etc. Mais Ouais. ça m'arrive très rarement. Ça arrive de temps en temps. Mais Et vous donc, savez, Actuel, enfin je reviens à Actuel, bon, quand même, je suis Bourges de Neuilly. Il y a Touré Kunda qui vient jouer à la maison. Entre parenthèses, un musicien, maintenant, il prend 20 000 euros pour 1 heure. Hein, je vous le signale au passage. oui, on a changé de monde là aussi. Bon, C'est-à-dire qu'il y a il une- vient il y jouer a à la une- maison. J'ai quand même une bonne partie de gens un peu calmos. Ça sent la chenouf comme il n'est pas possible. Moi, je ne savais même pas ce que c'était au départ. Ouais. Bon, ça sent la drogue. Ouais. Donc Ouais. j'ai des copains qui me disent, mais dis donc Catherine, t'as changé, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne savais même pas ce que c'était. Bon. Mais ces gens-là qui sont aujourd'hui intouchables sont venus à la maison. Chéri Samba, je vous redonne un autre exemple. Chéri Alors, Samba, Touré Kunda, vous l'avez connu comme, vous les aviez mais connus parce qu'on comment? les a lancés chez Actuel. Oui. Et quand vous faites venir d'Afrique des musiciens que l'on paye pour faire un disque à l'époque, ou faire un CD, moi je les connaissais bien puisque c'est moi qui leur donnais le fric en plus. Ouais. Bon, donc je les ai tous connus. Chéri Samba, aujourd'hui, je vous signale, il a été présenté à la Fondation Cartier, puis à la Fondation Vuitton. Chéri Samba. Eh bien, c'est un petit bonhomme qui était en plein été avec un petit bonnet vert en laine et à qui je donnais l'équivalent de 200 € pour peindre. Et Jean-François me disait, mais achète, regarde comme c'est superbe. Et j'ose pas vous dire, j'en ai pas acheté. Aujourd'hui, le petit Ah comme oui, ça vous vaut 50 000. vous avez du nez pour, J'ai pour du comme nez pour les chasseur, hommes, mais pas pour les... mais bon, pas pour enfin, les œuvres d'art. mais parce que c'est pas à l'époque, ça... Alors aujourd'hui, c'est superbe. Oui. Mais à l'époque, moi, j'étais plutôt années 30, donc... Bon, bref. Il y avait un très beau film très français qui s'appelait Celle qu'on n'a pas eue et qui expliquait comment on se souvenait de ces amours qu'on n'a pas connus. Il y a de la même manière, on pourrait raconter la vie de quelqu'un à travers toutes les occasions qu'il n'a pas saisies. Mais ça, la peinture, Les c'est tableaux dommage. qu'il n'a pas achetés, Écoutez, la musique, tout, et la mode. les gens quand qu'il même. n'a pas su aimer. Mais on était vraiment un dénicheur de talent.
Alors, est-ce que ça a eu outre la carrière personnelle que la plupart de ces ouais, a été formidable. Mais ils des sont piliers tous de la morts assez rédaction jeunes. d'Actuel ont connu, bien que certains avaient une vie antérieure et n'ont pas eu une vie après, hein. Il y a ce nombre de grandes signatures du journal qui sont complètement passées, tombées dans Non, mais l'oubli. surtout, ils sont morts. Oui, Parce qu'ils ils ont sont tellement morts. tiré Sur la ficelle. sur la ficelle qu'à un moment donné, vous savez, jour et nuit. Hein. La nuit, Jour ils et faisaient la nuit. bringue. Ah, mais vous n'avez aucune idée. J'ai jamais vu ça. C'était les soirées dans les boîtes de l'époque, On a même Palace fait et une autres. réunion de clients. J'avais donné l'idée de petits minibus, il y en avait 3, porte Dauphine, à la pénombre, champagne dans chaque minibus, parce que ça pour moi c'est très important. Et on avait le choix entre 3 soirées. Oui, Hein, oui. Une soirée antillaise, une soirée bas-fond, alors Dans ça le c'était 18e. horrible, c'est ça, puis une 3e soirée. Et on les a ramenés porte Dauphine le matin à 5h du matin, je peux vous dire qu'ils étaient bien. Bon, et je vous parle de grands patrons qui sont tous venus à l'époque, des patrons de boîtes et des patrons d'agences de pub. Et ceux qui avaient fait la tournée libertine, Ah ouais, mais ça, c'était pas la mienne. Hein. Je peux pas vous en parler, j'y étais pas. J'aurais peut-être dû y être, mais j'y étais pas. oui, c'était une époque de grande insouciance, quelque chose qu'on n'imaginerait plus du tout Ben, aujourd'hui. vous voulez que je vous raconte ce qu'on a fait au niveau de la publicité? On avait réservé dans Paris banlieue des panneaux 4x4, des grands panneaux, avec marqué ce jeudi 26 à 14h30, la guerre des papous. Et le 26 à 14h30, arrivaient en camionnette des papous, pieds nus en plein hiver, pieds nus, qui faisaient la guerre devant le tableau, qui refaisaient un tableau vivant d'un de nos articles. Vous n'allez pas me dire que c'était pas créatif, ça. Alors, quand c'était un article sur des bagarreurs, il y avait des fausses bagarres et les types avaient tellement affolé qu'ils avaient appelé la police, alors que tout était faux. Et puis, plus toutes les impostures, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait comme imposture. Plus Bizot, dès qu'il avait une impasse, il venait me voir. Il me disait, tu veux pas appeler Arletty? Je dis ça. Ça va pas me rajeunir, mais enfin, elle était beaucoup plus âgée que moi. Arletty, actrice française, chanteuse, Formidable. Qui, pendant la Et guerre, n'a pas eu une bonne tenue? Elle s'est tapée qui des a Allemands. aimé, Enfin, bon. elle n'a pas eu une bonne Tu peux, tenue. oui. Elle a été effectivement, elle a eu un procès après la guerre. Bon, mais moi, parce j'ai qu'elle avait réussi. vécu avec un soldat allemand. Voilà. Et elle Mais disait Arletty, qu'elle avait un talent international, qu'elle était Bizot française me de dit, cœur, mais appelle-la, nous, elle veut pas nous recevoir et on veut faire un papier sur elle. Et moi, j'ai un pot. D'abord, j'ai une grosse voix. Elle commence par me dire bonjour, monsieur. Ah, je dis non, c'est madame. Ça commence comme ça. Mais elle me dit, toi, Coco, tu as une voix qui m'amuse. Et je lui dis, attendez, on veut faire un papier sur vous. Vous pouvez pas dire non. Et puis, on est allé voir. J'ai vu Arletty qui a pris sa pause. Rémusa, dans un petit coin du 16e Bah, je vois arrondissement. que, voilà. Et on a fait un papier sublime sur cette fille qui était en fin de carrière fabuleuse. Elle est totalement oubliée. Je sais même pas, mais je crois qu'elle est morte. Non, peut-être pas. Oh, je pense. Oh si, sûrement, à Bien l'époque, sûr. elle avait... Si. Atmosphère, atmosphère. Ouais. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ouais, ouais. C'est la réplique la plus célèbre peut-être du cinéma Mais français. vous vous rendez compte de la créativité, tout était comme ça. Alors, bon, quelles leçons vous en avez tirées pour, d'abord pour expliquer l'affadissement de la presse? Comment est-ce que vous expliquez? Mais parce que quand on, À parle contrario. quand on parle de vrais journalistes, ce qui est d'ailleurs votre cas, mon cher Vincent, sans vous passer de la brosse à reluire, quand on parle de Continuez, j'aime grands bien, journalistes, n'hésitez pas. Hein. on parle de grands journalistes, je vous garantis qu'avant de pondre un papier, il y avait une recherche sérieuse, très sérieuse, 2, il y avait du terrain, et 3, malheureusement, c'était rewrité une fois sur 2. Donc finalement, le papier, il était pas mal. Ouais. Ou Mais alors, complètement moi, bidon, j'ai un d'ailleurs. peu plus loin. Aujourd'hui, dans les grandes boîtes, les gens sont devenus très lâches et n'osent plus se mouiller, Ah bah oui. ou encore moins remettre en cause leur hiérarchie. Donc, vous avez l'impression qu'il y a plus de soumission aujourd'hui? Alors, ça dépend pas dans les startups. Dans les startups, comme tout le monde, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie visible. Donc, on peut dire au patron, normalement, tout ce qu'on veut. Mais quand je dis ça, c'est plutôt dans les très grands groupes du CAC 40, semi-gouvernemental, où là, il n'y a pas plus politique, vous pouvez rien faire. Ouais. D'abord, il faut avoir fait Polytechnique ou ça pour y être. Il Ouais. faut que vous sachiez qu'il y a des castes partout. Donc déjà, quand vous n'avez pas fait une grande école et que vous vous trouvez dans des groupes où il n'y a que ça, très difficile de progresser. Alors que ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Hein. Non, mais il vous manque effectivement ce qui rassure votre Alors, vos ça, congénères, c'est quoi. le premier sujet pour les journalistes. Et le deuxième sujet, c'est que maintenant, ils font leur papier sur la base d'Internet.
Quand on sait que c'est bourré de fake news, enfin, tout le monde le dit, ça. Il y a des très bons journalistes, mais quand même, les jeunes, comme il faut aller très vite et faire Mais du ils sont beaucoup buzz... plus diplômés que leurs prédécesseurs. Ben oui, mais là, vous savez que le diplôme, ça englue le cerveau. Hein. Oui. Faut faire gaffe. Hein. Moi, j'ai fait supérieur de C'est charcuterie. des rares métiers où on n'a pas besoin, en plus, on se moque éperdument de ce que vous avez fait avant, parce que c'est un métier qui n'a pas de mémoire, on vit au présent. Ben, vous vivez au présent. C'est plutôt la et façon on dont refait vous ses posez... preuves tous les jours. Puis quoi. c'est la façon dont vous posez des questions. Quand vous interviewez quelqu'un, si vous êtes un peu original dans votre tête, vous allez poser des questions marrantes. Si vous êtes classique, ça va être que de l'eau tiède. Non, mais je ne sais pas comment vous dire ça, c'est dommage. Mais c'est pas dommage, c'était très bien, vous l'avez très bien dit. Et j'espère que je n'ai pas été trop banal dans mes questions. Mais, Et moi, j'ai peut-être été un peu banal dans mes réponses. Non, mais enfin, très bien. Vous savez, il faut j'adore la lire. vie. Il faut lire d'abord parce que vous rirez, et puis ensuite parce que vous apprendrez des tas de choses. Faites n'importe quoi. Je vais y arriver. Faites n'importe quoi, mais faites-le bien. C'est de Catherine Evrard, c'est publié aux éditions Kiwi. Absolument. Vous savez qui est Kiwi? Non. Les éditions Kiwi, c'est le petit-fils de Frison Roche. Ah, Frison Roche. Alors, quand même, un alpiniste. Pour donc une femme qui a été directrice d'Actuel et aussi de Magazine Hebdo. Ah oui, ça, j'en c'est ai pas une autre parlé. aventure. Merci à vous, Catherine Evrard. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.